Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 15 avril, c'est la dernière séance de la semaine. Nous avons connu une semaine particulièrement haussière sur les indices européens qui se sont nettement repris de près de 8% entre les plus bas travaillés la semaine dernière dans la zone des 4200 et les plus hauts de cette semaine dans la zone des 4500 points. Nous avons eu un beau rebond de l'énergie, des bancaires, de l'ensemble de la cote. Nous avons eu l'ouverture de la saison des résultats américains dont nous avions parlé en amont. Nous avions vu que les résultats américains étaient attendus en très forte baisse ce trimestre, raison pour laquelle les entreprises américaines pouvaient potentiellement publier des résultats en baisse, certes, mais supérieurs aux attentes. C'est ce qui a eu lieu pour la plupart des publications récentes, notamment des bancaires. C'est JP Morgan qui avait ouvert le bal des bancaires avec des résultats donc supérieurs aux attentes qui avaient permis au titre de gagner 4% ce jour-là. Donc voilà, on a un appétit pour le risque en place sur les indices. Cette nuit, la Chine a rassuré, d'où le titre du jour, la Chine rassure, l'appétit pour le risque perdure. En effet, la volatilité est faible, les actifs risqués sont toujours stables ce matin. On peut donc dire que l'appétit pour le risque perdure. En amont ce week-end, de grands rendez-vous que sont FMI et Doha. Nous allons voir cela dans quelques instants. En tous les cas, bienvenue à tous pour la matinale. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite, comme tous les jours, à ne pas hésiter à me poser des questions avec les outils de chat et de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Quant à ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, eh bien, je vous passe le bonjour. Comme tous les matins, nous allons voir ensemble l'actualité, le calendrier économique. Nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité, le SP500, donc l'indice directeur américain, a inscrit un nouveau record annuel hier. Il est allé travailler la zone des 2086-2088 sur les marchés futurs. Il a ensuite clôturé à l'équilibre. Les investisseurs hier ont eu peu de catalyseurs. On a eu des statistiques américaines en demi-teinte avec un chiffre bon et un chiffre mauvais. On va voir dans quelques instants quels étaient ces chiffres dans la partie statistique. En tous les cas, hier, c'était une séance, on va dire, de consolidation à la hausse après une forte appréciation en début de semaine et en milieu de semaine. La volatilité retombe à un plus bas de 2 mois. Nous avions vu ensemble donc l'importance du VIX dans le webinaire de la semaine dernière sur les outils et indicateurs avancés. D'ailleurs, cette vidéo est en ligne sur la chaîne YouTube de CMC Markets ainsi que dans la rubrique analyse du site de CMC Markets. Je vous invite grandement à prendre du temps ce week-end pour la regarder. Le fait que la volatilité soit sur un plus bas de 2 mois, eh bien, cela veut dire qu'il y a de la complaisance sur les marchés et cela, c'est propice à des mouvements haussiers lents et structurés. Le pétrole est au plus haut, sous les $40. Il consolide depuis 2 séances en amont du sommet de Doha, le sommet des producteurs de pétrole qui aura lieu ce dimanche. Hier, la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux inchangés pour le 85e mois d'affilée. Souvenez-vous, la Banque d'Angleterre, en 2014, en 2015, nous parlait d'une économie solide, du fait que les taux allaient être montés, tout comme les États-Unis. La Banque d'Angleterre, généralement, a tendance à suivre la banque américaine, la réserve fédérale américaine, mais avec un certain temps de latence. On voit bien que les Américains, l'année dernière, se sont forcés à monter les taux et cette année, ils ne l'ont pas fait et ils hésitent à le faire. Il est donc légitime que la Banque d'Angleterre hésite à suivre.
De toute façon, pour les marchés, sur l'équivalent des Fed Funds, mais pour la Banque d'Angleterre, la BOE, eh bien, les marchés n'attendent pas de hausse de taux en Angleterre avant 2019, donc pas avant 3 ans. Donc la Banque d'Angleterre nous laisse entendre hier que s'il devait y avoir un mouvement de taux à venir, ce serait une hausse de taux. On peine à y croire, on peine à croire en la crédibilité de la BOE, sachant que pendant 2 ans, elle nous a parlé de hausse de taux et que ces derniers n'ont pas bougé depuis maintenant près de 85 mois, ça fait plus de 6 ans. Donc voilà, autant dire que ce n'est peut-être pas demain la veille que les taux de la Banque d'Angleterre vont monter. En Angleterre toujours, Jeremy Corbyn, donc le chef du parti travailliste, se prononce en faveur du maintien dans l'Union européenne et il soutient David Cameron. David Cameron qui a été touché récemment par le scandale des Panama Papers. Le fait que Jeremy Corbyn le soutienne, eh bien, cela devrait peser dans la balance du Brexit. Enfin, dans la balance du non-Brexit. Les actionnaires de British Petroleum désapprouvent l'augmentation de 20% de ses dirigeants. Il faut dire que British Petroleum, comme toutes les majors pétrolières, eh bien, elle a souffert de la baisse des cours du pétrole. Donc les résultats ont baissé, le résultat net a fortement baissé. On comprend donc que les actionnaires désapprouvent une augmentation de 20% des dirigeants dans de telles conditions. Sur les bancaires, hier, donc les bancaires étaient toujours soutenus. On a eu les résultats de Bank of America et de Wells Fargo. Alors, en fait, il y a 2 jours, quand JP Morgan a publié, le titre s'est apprécié de 4%. Et dans la foulée, les autres bancaires, Bank of America ou Wells Fargo et d'autres, se sont aussi fortement appréciés. Hier, je lisais dans l'actualité que Bank of America ne gagnait que 1% et que ses résultats étaient moins bien accueillis que JP Morgan. Sauf que, il y a 2 jours, quand JP Morgan a publié, Bank of America a également pris 3-4% en séance. Donc hier, quand le titre ne prenait que 1, il prenait toujours 5% sur 2 séances. Donc il faut aussi savoir parfois prendre un peu de recul sur la situation. Les résultats de Bank of America hier ont été bien accueillis puisque le titre était soutenu et alors même qu'il avait été soutenu les jours précédents. Donc au niveau des bancaires, comme au niveau des entreprises américaines en général, c'est ce que je vous ai expliqué en début de semaine. Les résultats attendus ce trimestre sont très faibles et donc elles ont la possibilité de battre le consensus, ce qui est un soutien aux indices américains et ce qui leur a permis donc d'aller travailler des nouveaux plus hauts annuels. Côté entreprise, BNP Paribas va supprimer 10% de ses effectifs en banque d'investissement, soit 675 postes en France. Forestia a publié un chiffre d'affaires 4% en dessous du consensus pour le premier trimestre. Le titre était la lanterne rouge ce matin. British Petroleum, donc je vous l'ai dit, voit ses actionnaires désapprouver l'augmentation de capital. Carrefour a publié une hausse de 3,2% de son chiffre d'affaires et prenait la tête du CAC 40 tout à l'heure à 9h30. Côté statistiques passées, cette nuit, la Chine a donc rassuré, comme le disait le titre de la matinale. Le PIB chinois est ressorti en ligne avec les attentes en croissance de 6,7%. La production industrielle chinoise est ressortie meilleure qu'attendue à 6,8% contre les 5,9% attendus. Il y avait aussi les prêts accordés qui étaient supérieurs aux attentes, donc on peut dire que les résultats chinois ont rassuré. Hier, en zone euro, on a eu les indices des prix à la consommation, donc les chiffres d'inflation. Le chiffre est ressorti à 0, alors qu'on attendait moins 0,1. Donc la BCE peut être contente, peut se satisfaire de ce chiffre un petit peu supérieur aux attentes. Quant à l'indice des prix à la consommation aux USA, lui, il est ressorti un petit peu en deçà des attentes. On attendait une hausse de l'inflation de 0,2%. Elle est ressortie à plus 0,1%. Et puis hier, on avait les inscriptions hebdomadaires au chômage aux USA. Elles sont ressorties à 253 000 demandes d'allocation chômage. C'est le plus bas chiffre depuis 1973. Et cela montre théoriquement que le marché de l'emploi aux États-Unis est plutôt positif. Ce jour, à 14h30, on aura l'indice manufacturier Empire State de New York en avril. Le chiffre le plus important de l'après-midi, je pense, ce sera à 16h, le sentiment du consommateur de l'Université du Michigan.
Et puis ne l'oubliez pas, ce sera un week-end d'importance. Demain, donc samedi, excusez-moi. Demain, donc samedi, nous aurons une réunion du FMI. On aura peut-être des commentaires au sujet du cas épineux qu'est le cas grec. Et puis, dimanche, on aura le sommet de Doha, le sommet des producteurs de pétrole. Alors, ce sommet de Doha, il est très particulier. En fait, les cours sont beaucoup montés sur le pétrole. On a gagné 20% en 10 jours. Et cette vague haussière a démarré quand le Qatar a dit qu'il allait se joindre à cette réunion. Cette réunion est capitale parce que les plus gros producteurs de pétrole autres que les États-Unis devraient se rencontrer. Dedans, il y a la Russie, l'Arabie Saoudite et l'Iran. L'Arabie Saoudite, depuis le début, a dit qu'elle ne gèlerait sa production que si l'Iran le faisait. Le problème, c'est que l'Iran devait potentiellement envoyer son ministre du pétrole et à la place, ils envoient un émissaire. Cela pourrait froisser l'Arabie Saoudite, cela pourrait empêcher un accord complet. Peut-être que l'accord pourrait n'être qu'un accord entre certains pays, et peut-être que cet accord sur un gel de la production pourrait être un gel de production à un plus haut historique, puisque ces derniers mois, l'Iran, l'Arabie Saoudite et la Russie ont couru après la production de pétrole, et pour ces trois pays, on atteint pratiquement des niveaux historiques de production. Donc autant dire que si on gèle la production sur les niveaux actuels, en fait ça sert pratiquement à rien, parce qu'on sait que cette production elle est excédentaire, et on sait en plus que la demande pourrait baisser. Donc si on gèle la production en l'état sur les cours actuels, cela ne changera rien à la donne fondamentale qui fera que dans les semaines qui viennent, on pourrait avoir toujours un surplus d'offres sur le marché, ce qui pourrait peser de nouveau sur les cours du pétrole. Donc attention à ce sommet, un accord n'est pas certain, un accord partiel est possible, et il faudra vraiment regarder les termes de cet accord pour voir si on s'accorde sur un gel de la production à un niveau élevé ou à un niveau un peu plus faible. Voilà pour l'actualité, les statistiques passées, les statistiques à venir, les statistiques d'entreprise. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. La volatilité, donc le VIX, le voici. Hier, la volatilité a fait un nouveau plus bas en séance. Aujourd'hui, on stabilise à plat. Donc ici, vous connaissez le discours. On surveille le Volatility Index, échéance avril 2016. Sur la plateforme de CMC Market, vous tapez Volatility, vous allez le trouver. On peut le trader directement. En fait, quand les indices montent, eh bien, le VIX a tendance à être sous pression, et quand les indices baissent, le VIX a tendance à décaler fortement à la hausse. Donc suivre cet indice de volatilité, cet indicateur avancé, permet de savoir si on est dans un marché plutôt complaisant ou dans un marché stressé. Et il s'avère que cette semaine, la volatilité est fortement retombée. On est donc dans un marché particulièrement complaisant. Le Japon s'est fortement apprécié pendant 2 séances, 3 séances même d'affilée. Cette nuit, il a consolidé. La raison en est simple. Hier, il y a eu un séisme de magnitude 6,2 au Japon. Il y a eu a priori 9 morts. Plusieurs immeubles sont tombés et il pourrait y avoir jusqu'à 30 000 réfugiés. C'est la raison pour laquelle le Nikkei était particulièrement lourd cette nuit. Concernant les indices américains, pas de forte appréciation ces dernières séances. En fait, on travaille les plus hauts de la semaine. Vous voyez que on ne peut pas non plus avoir que des mouvements directionnels. Lundi, le SP500 consolidait. Mardi, il a réussi à se reprendre fortement. Mercredi, il transformait l'essai et inscrivait un nouveau plus haut annuel. Hier, nouveau plus haut annuel en clôture et en séance. Et aujourd'hui, petite consolidation. Les supports, le premier, c'est le plus bas d'hier. Le second support, c'est la moyenne mobile à 15 séances que vous connaissez bien, qui nous sert de catalyseur. Elle est à 2060 points. Donc si on a une consolidation en amont de ce week-end, les supports à surveiller sont ceux-là, les plus bas d'hier et la MM à 2060. Si par contre on tient la zone actuelle, on peut très bien continuer dans le sens de la tendance haussière. Les prochaines résistances se trouvent à 2100
et 2140, enfin 2137 exactement, soit les plus hauts annuels de 2015 qui sont également les plus hauts historiques. Pour l'instant, les indices américains sont dans une tendance haussière, les résultats sont corrects, l'énergie est soutenue par la hausse, enfin le secteur énergétique est soutenu par la hausse du pétrole, les chiffres chinois étaient bons. Il ne manquerait plus qu'un sommet de Doha qui ferait un petit peu monter le pétrole en début de semaine prochaine et la hausse pourrait perdurer. Au contraire, on pourrait avoir une consolidation des cours. Consolidation ou pas, pour le moment, la tendance reste bel et bien haussière et les acheteurs ont la main. On va regarder le DAX. Le DAX et le CAC, c'est tout comme le SP500. On est passé d'un support en début de semaine à des résistances clés en fin de semaine. Donc il est légitime qu'on ait une petite consolidation, une petite respiration des cours. Donc le DAX, en début de semaine, il travaillait sa zone basse de la semaine dernière. On a commencé à partir à la hausse mardi, on s'est éjecté avec un gap de continuation mercredi. Hier jeudi, on a travaillé la résistance journalière clé des 10 100, 10 130. Aujourd'hui, petite prise de bénéfices sur les indices en attendant les statistiques économiques de cet après-midi. Avant le week-end, il est légitime que certains investisseurs modulent leur exposition, prennent des bénéfices et c'est ce qui explique cette petite consolidation ce matin. Si les statistiques cet après-midi sont mauvaises, on pourrait avoir un retour en direction des supports. Ce ne serait en rien pour l'instant une alerte baissière. Pour donner une alerte baissière, il faudrait casser des supports et les supports, on en est loin pour le moment. Donc, repli un peu plus profond ou reprise de la hausse cet après-midi, ça dépendra des statistiques à 14h30 et 16h. Le 440, c'est exactement la même chose. Forte hausse mardi, éjection mercredi, cassure de résistance. Hier, jeudi, test des 4510 points, soit les plus hauts du mois de mars en clôture. Il est donc légitime qu'on prenne un peu de bénéfices et qu'on travaille cette zone de prix-là. Tout comme sur le SP500, le support, c'est les plus bas d'hier, c'est la zone des 4470. Dessous, on a parlé des 4430, 50% de retracement du chandelier haussier de mercredi. Et puis à la hausse, bien évidemment, donc ces fameux 4510, 520, les plus hauts du mois de mars en cours de clôture. Au-dessus, la bande de Bollinger à 4540 et au-dessus, les fameux 4580, les plus hauts du mois de mars atteints le 10 mars dernier, le jour de la BCE. Donc voilà, on a eu une vague haussière ici de mi-février à mi-mars, un mouvement de consolidation dans un canal baissier qu'on peut qualifier d'un drapeau. On est sorti violemment par le haut de ce drapeau et on a accéléré en direction des plus hauts récents. On travaille, on consolide dans cette zone de prix-là. Si aujourd'hui il n'y a pas d'appétit pour le risque, on peut avoir des retours sur support en attendant le FMI et Doha ce week-end. Si et seulement si on venait à casser les 4430 dans les séances à venir, on pourrait se poser des questions sur le mouvement haussier en cours. Pour le moment, c'est une simple respiration après une forte appréciation. Et puis, dernier indice que je voulais vous montrer, c'est l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, on a parlé d'une potentielle configuration en ETEI il y a à peu près 10 jours. On était dans la zone des 2850, ils ont tenu. On a donc spéculé sur l'éventualité de la création d'une deuxième épaule, tout comme on avait créé la première ici en janvier. Cela a fonctionné, on est reparti à la hausse, on s'approche des résistances et c'est pour ça que tout comme sur les autres indices, on consolide un petit peu. Mais on a bien ici une potentielle ETEI qui augurerait de plus de hausse à venir, mais pour cela, il faudra constater des catalyseurs positifs, tout comme nous en avons eu cette semaine. Alors, ensuite, on va passer sur le marché action. Sur le marché action, Edenred est en tête du SBF 120. Le titre a publié des résultats solides pour son premier trimestre. Ensuite, on retrouve Carrefour qui est en tête du CAC 40 qui a publié également des résultats solides. On voit que le titre Carrefour est dans un range. Et étant donné qu'on a tenu la zone basse, on est en train de revenir vers la zone haute. Par contre, il faudra faire attention au 26,70. Ici, c'est un seuil clé. On pourrait avoir une continuation de la hausse si et seulement si on casse ce seuil. Donc attention, aujourd'hui en plus on a un gap sous les pieds.
Donc, ce n'est pas une situation évidente. EDF, on en avait parlé, on avait vu un triple bottom potentiel à valider par la cassure des 10,8. Ça a eu lieu, le titre a pris 5% depuis. Tant qu'il est au-dessus des 10,8, il peut potentiellement continuer de grimper. Si et seulement s'il réintègre ce range, eh bien, les velléités haussières seront effacées. On retrouve STM aussi qui se reprend, qui réalise un double bottom sur ses plus bas annuels. On retrouve AB Science, la biotechnologie qui est toujours très recherchée. Malgré une très forte hausse la semaine dernière, le titre continue cette semaine. Alors la règle en bourse, c'est que c'est pas parce qu'un titre a pris 50% qu'il doit rebaisser. Au contraire, quand un titre prend 50% qu'il fait une hausse spectaculaire, ça veut dire qu'il y a de l'actualité qui est inédite, exclusive, spectaculaire. Et donc, quand il y a un courant acheteur puissant comme ça qui naît, eh bien, la probabilité est plus dans la continuation que le fait que ça retombe comme un soufflet. Donc vous voyez, AB Science a consolidé comme ça sous la zone des 16,6 et puis hier, quand on a cassé ce seuil, la hausse a perduré. Et on approche maintenant, je vais me mettre en données mensuelles, en données hebdomadaires, on a une zone d'importance dans la zone des 19 et au-dessus ce serait les 22 euros. Virbac hier a pris pratiquement 10%, donc suite à la publication de ses résultats, le titre est encore soutenu ce jour. En fait, Virbac se bat pour essayer de stabiliser et de maintenir sa tendance en place depuis des années. Ici, vous avez un graphique mensuel de Virbac. Vous voyez que depuis 5 ans, on était haussier. Le mois dernier, on a cassé l'oblique. Là, on la travaille. En fait, le titre essaye de s'accrocher au support pour ne pas passer baissier et rester simplement neutre en sauvant cette zone des 145 euros. Pour l'instant, c'est réussi. On a eu des potentiels signaux baissiers, mais la publication des résultats qui permet un beau rebond du titre annihile un petit peu ses perspectives baissières et permet de ramener de la neutralité. Solocal continue son petit bonhomme de chemin depuis qu'elle est sortie de son canal baissier. Elle est dans une tendance haussière matérialisée par une oblique. Tant que les indices seront recherchés, c'est le genre de titre spéculatif qui sera susceptible d'être recherché également. Et inversement, si les indices baissent. Voilà pour les actions. Dans la plus forte baisse, c'est Forestia. On le disait tout à l'heure, les résultats sont inférieurs au consensus. Alors le titre a ouvert en forte baisse à moins 6, moins 7%. Et vous voyez que depuis l'ouverture, le titre est payé. Donc ça, on en a déjà parlé. Quand il y a une publication sur une entreprise qu'on gape à moins 6, moins 10 ou moins 12 et que dès l'ouverture, les acheteurs se présentent, ça veut dire que certes, les résultats ne sont pas très bons, mais les acheteurs sont là dès le début de la séance pour profiter de cet éventuel repli. Donc le fait que Forestia soit au-dessus de son cours d'ouverture, voire même 3% au-dessus de son cours d'ouverture, est un signe que certains investisseurs sont toujours friands du titre. On va passer sur les matières premières, étant donné que je vous ai expliqué hier qu'il y avait un rebond du dollar américain depuis 48 heures. C'est ce qui expliquait donc un peu les replis sur de nombreuses matières premières. Je vous ai expliqué aussi que les matières premières agricoles conféraient moins de configurations attractives ces derniers temps. C'est pour cette raison que je n'en parle pas. Je me concentre sur l'or et le pétrole. Donc le pétrole, c'est très simple. On est dans une zone de résistance sous les 42 $, ça fait 3 jours qu'on y est. On a eu un très fort mouvement haussier et on a Doha ce week-end. Si Doha est un échec et que début de semaine prochaine on passe sur les 40 $, alors on pourra estimer que les cours du pétrole ont échoué à 42 sous une résistance clé qui date de fin 2015. Et on pourrait, sous 40 $, revenir vers les 38 $, la borne basse du canal haussier. Et si on casse le canal haussier ici en orange, là, on parlerait de reprise de tendance baissière. A contrario, si Doha devait être un succès, si les acheteurs de pétrole devaient continuer à être présents, il faut tenir les 40 $. Donc on pourrait soit monter début de semaine prochaine, soit baisser vers 40 avant d'éventuellement monter. Et si on casse les 42, la zone, c'est la zone des 44-45 $ qui se trouve ici en haut du canal. Donc en fait, à court terme, on peut considérer qu'on est neutre. C'est pas parce qu'il y a un échec sous 42 ou un repli sur 40 que c'est significatif. Seule une sortie en fait
des 40-42 serait significative. Au-dessus de 42, 44-45, sous 40, les 38. C'est la même chose sur le Brent. Le Brent donc est dans un canal haussier, consolide. Le support est dans la zone des 42-42-30, la résistance est dans la zone des 45-46 et tout dépendra de Doha. Vous vous doutez bien que ce sera quitte ou double. Vous vous doutez bien en plus que ça se passe un dimanche, donc il y a de grandes chances qu'il y ait un gap haussier ou baissier lundi. Donc attention pour ceux qui sont en position sur le pétrole. Et puis l'or, alors l'or, eh bien... On a une tendance haussière qui est matérialisée par la MM 50 jours, mais on l'a cassée hier. On l'a cassée hier parce que il y avait de l'appétit pour le risque sur les marchés et l'or a tendance à plutôt être un refuge, donc à être délaissé quand les indices montent. Et puis en plus de ça, il y avait un rebond à court terme du dollar américain. Donc pour moi, tout dépendra du dollar américain, des chiffres économiques. Si le dollar américain venait à continuer de s'apprécier, et que l'appétit pour le risque perdurait sur les indices, il ne serait guère étonnant de voir l'or revenir vers la zone des 1210, voire vers son support de moyen terme qui est la zone des 1180-1200. A contrario, si à tout moment l'aversion au risque devait reprendre, qu'on repassait nettement au-dessus des 1240 et qu'on repartait à l'assaut des 1260, ça voudrait dire qu'on a juste fait un trou d'air sous la MM50 et qu'on repart comme en 40 si je peux me permettre. Donc, pour le moment, parce que les indices sont haussiers, parce que le dollar se reprend à court terme, parce qu'on a cassé la MM50, je trouve que la configuration de l'or n'est pas particulièrement haussière. Et voilà, c'est l'analyse technique qui nous met en garde donc contre la cassure des supports hier. Donc nous verrons dans les séances à venir, mais on aurait pu croire à une accélération au-dessus de 1240 en direction des plus hauts, etc. Mais pour ce faire, il aurait fallu de l'aversion au risque. Au contraire, depuis mardi, les indices se sont repris à la hausse très fortement. Donc tant que les indices resteront fortement haussiers, l'or aura tendance à rester sous pression. Voilà. Donc on suivra cette fameuse zone des 1240 tant qu'on sera dessous. Les velléités pour l'instant sont baissières. Et puis on va terminer avec les devises. En premier, je vais parler de l'USD CNH. Donc on va parler de la Chine et on va regarder donc cette paire un peu particulière, USD CNH. C'est une paire manipulée par la Banque populaire de Chine. C'est une paire sur laquelle à tout moment on peut connaître des dévaluations. C'est une paire qui a tendance à être volatile et à opérer des gaps. C'est donc une paire potentiellement dangereuse. En fait, c'est un client qui nous a demandé d'analyser cela. C'est Alain, que je salue. Alors Alain, ce qu'on peut voir en fait sur cette paire de devises, on va se mettre en données mensuelles, c'est que depuis à peu près 2 ans maintenant, on est dans une tendance haussière. On a des vagues haussières puissantes, consolidation, vague haussière puissante, consolidation, vague haussière conso, vague haussière conso. Donc on est dans un mouvement haussier construit de moyen terme. Le dollar américain a pour le moment tendance à s'apprécier régulièrement contre le CNH. Pour le moment, la tendance est donc haussière à moyen terme. À court terme, par contre, on a une tendance baissière depuis 3 mois. On peut tracer une sorte d'oblique baissière ici qui passe par les plus hauts récents. On peut tracer ici une oblique qui passe par les plus bas. J'hésite entre la configuration en canal ou la configuration en biseau descendant. Donc tant qu'on sera sous l'oblique de résistance qui passe par tous les plus hauts, eh bien la tendance sera baissière et les cours auront tendance à être sous pression. Si et seulement si on venait à casser cette oblique, on pourrait avoir la naissance d'une nouvelle vague d'appréciation haussière. Mais ne soyons pas dans l'anticipation. Pour l'instant, donc tendance haussière moyen terme, tendance baissière court terme, stabilisation à court terme en attente du prochain décalage.
Hier, je vous ai parlé de l'AUD-NZD. À moyen terme, on a une épaule, tête-épaule qui se dessine. On m'a posé pas mal de questions hier à ce sujet. Alors, quand on constate une formation en épaule, tête-épaule inversée, ça sert à rien d'être dans l'anticipation. Car cette figure, techniquement, ne serait validée qu'en cas de cassure des 1,14 qu'on considère comme la ligne de coup de l'épaule, tête-épaule inversée. Donc tant qu'on sera sous 1,14, ça reste un range de moyen terme et on peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Si dans les semaines qui viennent on casse les 1,14 violemment à la hausse, ça montre la performance de l'AUD, donc la monnaie australienne, contre le NZD, la monnaie néo-zélandaise, et ce serait peut-être le début d'un retournement haussier de moyen terme, puisque en fait cette paire elle évolue par période. Entre 2007 et 2011, l'Australie surperformait la Nouvelle-Zélande. Entre 2011 et 2014, c'était l'inverse. Depuis à peu près un an, on voit que l'AUD se reprend contre le NZD. Mais pour inverser la tendance, il faudra vraiment casser la résistance de moyen terme. L'AUD est toujours recherchée, c'était une des rares paires en dollars hier à faire un nouveau plus haut. Je vous ai expliqué que l'AUD était la monnaie majeure la plus forte cette année contre le dollar américain. Elle est plus forte que le NZD, on vient d'en parler, l'euro ou la livre. Donc l'AUD continue dans le sens de sa tendance haussière. Ensuite, l'euro-dollar, il est toujours stable. J'ai vu beaucoup de gens chercher des supports et des tendances haussières sur l'euro-dollar. À moyen terme, moi je vois un graphique très simple, comme ceci. C'est un range. En bas, on monte, en haut, on échoue, en haut, on échoue, en haut, on échoue, en bas, on monte, en haut, on échoue. On a échoué en haut, la probabilité est donc baissière. Voilà. C'est factuel, c'est bête et méchant. On est dans un range de moyen terme, on a échoué en haut, donc on pourrait se replier. Ça, c'est en cours. En données journalières, on a vu qu'on était dans un range. On est sorti du range par le bas. Théoriquement, on revient donc en direction des supports. Alors évidemment, s'il y a des chiffres américains qui font baisser le dollar, on pourrait faire un pullback sous la zone des 1,13, 1,1330. Avant éventuellement d'aller chercher les supports. Mais toujours est-il qu'à moyen terme, gardez en tête qu'on a échoué sous une résistance majeure. On a une consolidation de court terme. Cette consolidation peut entraîner soit un rebond technique, soit une continuation baissière. Dans pareille disposition, la probabilité de savoir ce qui va se passer est très faible. Alors qu'à 14,50, sous résistance majeure, là, la probabilité de la baisse était plus forte. Encore qu'à 1,1330, la probabilité de la cassure par le bas était forte, étant donné l'échec sous 1,1440. Donc comprenez bien qu'il y a aussi des zones d'intervention dans lesquelles vous avez une probabilité de réalisation de gain qui est bien supérieure à d'autres zones. Et puis je vais terminer avec l'USD-Yen. L'USD-Yen, on a vu en début de semaine qu'il y avait eu un gap baissier et que les investisseurs s'étaient mis à l'achat dès le début de la semaine. On est monté pendant 4 séances d'affilée. Aujourd'hui, on a fait un nouveau plus haut et on consolide. C'est le même système que sur les indices. Tant qu'on est au-dessus des 109, il y a de l'appétit pour le risque et la paire peut grimper. Si on passe sous les 109, c'est que les indices consolident un peu plus fortement et que l'USD-Yen pourrait de nouveau être sous pression. On va repasser rapidement sur les indices avant de terminer. Gilles me dit merci Nicolas et toute l'équipe pour cette matinale. Écoutez, je leur passerai le message. On reçoit pas mal de remerciements ces derniers temps. Des questions me sont envoyées ou sont envoyées au bureau français par email pour qu'on analyse certains actifs, pour qu'on parle de certaines données. N'hésitez pas à être source de propositions. Je vais finir avec ce graphique sur le DAX. Donc oui, le DAX a atteint une résistance hier. Oui, il consolide ce jour en direction de support. On avait la zone des 10 040, on a la zone des 10 000 seuil psychologique, on a la zone des 9 950. En fonction des statistiques, on va avoir une correction plus ou moins profonde. Ce que vous pouvez retenir aussi, c'est qu'on a une tendance haussière en place depuis 2 mois et une tendance forte depuis une semaine. La consolidation ici sous résistance est plus que légitime. On consolide, on verra la force de la profondeur de cette correction, on verra à un moment donné s'il y a une réaction sur support.
Si tel devait être le cas, alors les acheteurs pourraient reprendre la main et relancer à la hausse. Tout dépendra de l'actualité à venir. Voilà. Donc, nous serons rapidement fixés. Voilà, écoutez, sur ce, on a fait le tour des indices, du Forex, matières premières, actions, actualités, statistiques. J'espère que cela vous aide dans vos réflexions, dans vos prises de décision, ainsi que pour suivre parfois des actifs que vous n'auriez pas suivis. N'hésitez pas à être source de propositions pour l'amélioration de cette matinale. Je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne journée. Je vous invite à aller dans la partie actualité du site CMC Markets et à regarder ce week-end le webinaire Indicateurs avancés et outils de trading. Il est publié, il est là. 1h30 d'explication sur le VIX, le Bund, le CRB, l'USD Index, comment sélectionner des titres actions, comment utiliser des outils de sélection de titres. En bref, n'hésitez pas à regarder ce webinaire. Je pense que cela vous aidera. Voilà, passez une très bonne journée, un très bon week-end et je vous retrouve avec grand plaisir lundi 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.